La pandémie mondiale sur fond de crise économique a tout chamboulé dans les calendriers de tout le monde et la Formule 1 n'y coupe pas. On a repoussé les nouvelles règles et la révolution aérodynamique que l'on attendait tant de 2021 à 2022. Donc cette année, l'expression « on prend les mêmes et on recommence », elle est plutôt parfaite. Sauf que, la Formule 1 est un sport technique qui progresse et du coup qui est en mutation permanente d'année en année. Toujours dans la quête de performance. Figer cette quête de performance, c'est comme interdire à quelqu'un de vieillir. C'est juste pas possible, c'est pas faisable. En revanche, on peut mettre des bâtons dans les roues des écuries pour tenter de réguler cette soif absolue de performance. Le règlement 2021 de Formule 1, qu'il soit technique ou sportif, est à peu de choses près le même, mais comme d'habitude, le diable se cache dans le détail. Le diable s'habille pas en Prada, mais ça se cache bien dans le détail. Et la Formule 1, bien qu'elle veuille tenter de se figer pendant une année, n'a pas pu résister à beaucoup de changements et on va justement voir lesquels aujourd'hui. Le règlement technique est donc sur la base de l'année dernière. Je vous rappelle, le règlement technique, c'est celui qui te dit ce que tu as le droit de faire ou non pour construire une Formule 1. On veut donc changer le moins possible, assurer une stabilité réglementaire en 2021 avant 2022. On veut dépenser le moins possible car la pandémie a mis beaucoup de monde à genoux, y compris les équipes de Formule 1. Et je vous rappelle aussi qu'une F1, ça se construit pas en 2 semaines. Hors crise ou événement exceptionnel, le travail de concevoir la voiture de la saison en cours a été commencé en début d'année d'avant. Et comme il faut bien faire évoluer la voiture en cours de saison, les équipes travaillent toujours sur 2 voitures à la fois. Une pour l'année en cours qui roule et une pour l'année d'après qui ne roule pas encore. Pour 2021, les équipes ont pour obligation de garder certains composants structurels de la voiture depuis le premier Grand Prix de la saison 2020. Parmi ces éléments, on a le châssis monocoque, la transmission, le système de refroidissement, la crashbox arrière, la structure du fond plat à l'avant, dont le titré notamment. Au fur et à mesure que la saison 2020 avançait, on a figé petit à petit d'autres éléments essentiels comme le nez de la voiture, qui est surtout un élément structurel de protection qui doit être homologué. On a aussi figé le système de freinage, le DRS et le système de suspension interne. En revanche, oui, d'un point de vue de la carrosserie, on va dire, le champ est toujours 100% libre. Donc les formes des pontons, les ailerons, etc. En grande majorité, on fait encore ce que l'on veut comme d'habitude. Forcément, pandémie mondiale, crise économique, les nouveaux pneus de 18 pouces qui devaient être introduits en 2021 avec la nouvelle réglementation ont été repoussés en 2022, donc pour des soucis de coût et surtout de moyens, on n'allait pas refaire une nouvelle gamme de pneumatiques juste pour 2021. On a donc repris les bases des pneus de 2020 en les renforçant pour qu'ils puissent encaisser les contraintes et les charges que les voitures leur mettent dans la tête. De cette manière, on espère ne pas revivre la dangerosité d'avoir une crevaison à grande vitesse comme on en a eu plusieurs à Silverstone en 2020. Et donc pour aider Pirelli dans cette démarche, la FIA a revu une partie du règlement technique pour faire en sorte que les voitures et les équipes ne gagnent pas de performance sur leur voiture de 2021, mais au contraire, qu'elles stagnent ou perdent par rapport à 2020. Et c'est pour cela que on a quelques changements aéro mineurs, mais qui ont de grandes conséquences sur le travail des ingénieurs. On a découpé le fond plat vers l'arrière pour que celui-ci soit moins efficace et génère moins d'appui aérodynamique et donc amène moins de charge sur les pneumatiques à grande vitesse. Les plans verticaux du diffuseur ont été raccourcis, là aussi ça rend cet élément moins efficace et donc génère moins d'appui. On a interdit les entailles sur le fond plat qui aidait à sceller le flux d'air sous la voiture de toutes les éventuelles turbulences et on a réduit la taille de certaines winglets sur les écopes de frein à l'arrière. Est-ce de bons changements? Oui et non. Oui parce que cela casse assez bien l'appui des Formule 1 et c'est bien le but recherché. Non car si vous interdisez une zone de travail, les ingénieurs se rabattent automatiquement sur le reste de la voiture pour retrouver de la performance et recréer les phénomènes aérodynamiques qu'ils avaient domptés les années précédentes. Donc au final, ça donne presque un match nul. On a suffisamment cassé la performance, mais les ingénieurs l'ont quasiment retrouvée. On a réussi à annuler l'amélioration de la performance dans l'absolu. Mais les voitures ont perdu moins que prévu, mais devraient normalement rester quelques dixièmes au tour plus lents, du moins en début de saison, que l'année dernière. Donc on va voir comment ça évolue. C'est pour cela que les voitures, dans leur structure, sont à peu de choses près les mêmes que l'année dernière. Mais les petits ajustements pour tenter de réduire l'appui des monoplaces a finalement déplacé le travail des ingénieurs vers l'avant du fond plat et les bargeboards. Sauf que oui, je vous ai bassiné avec ce fameux système de jetons à dépenser par les équipes et vous avez été nombreux à me poser la question de savoir ce que c'était. Lorsque l'on a figé les règles techniques pour 2021 avec la pandémie, le but a été de conserver au maximum les mêmes voitures.
Mais on peut pas décemment dire à une équipe, vous allez foirer votre voiture, vous allez finalement vous la trimballer pendant 2 ans, pendant que d'autres qui ont bien réussi la voiture vont prendre 2 fois plus de pognon du coup que prévu. Oui, ça peut pas le faire. En fait, au championnat, ils vont finir devant. Alors non, ce n'est pas un nivellement par le bas, c'est simplement de donner le droit à ceux qui ont foiré d'avoir la chance de se rattraper. Ça veut pas dire qu'ils vont réussir. Mais du coup, dans un souci d'équité, faut que toutes les équipes aient le même droit. Ah oui. Toutes les équipes ont donc eu droit à faire 2 changements que l'on symbolise par des jetons sur des éléments structurels de leur voiture, sur les fameux éléments que l'on a figés justement dont on parlait en début de vidéo. McLaren est le parfait exemple, elle a dû dépenser ses 2 jetons de développement pour changer son châssis, à l'origine prévu pour recevoir un moteur Renault, et pour l'adapter à recevoir un moteur Mercedes. La liste des éléments et combien de jetons ils coûtent n'est malheureusement pas publique, mais les changements que les équipes apportent doivent évidemment être validés par la FIA. Il y a aussi quelques failles, oui, sinon c'est pas marrant. Par exemple, si vous aviez acheté des pièces à une autre écurie comme, je sais pas, les suspensions arrière de 2019 pour votre saison 2020, vous avez le droit, sans dépenser de jetons, d'acheter les suspensions de 2020 et de les utiliser pour 2021. Aston Martin est dans ce cas avec Mercedes, alors pas forcément pour les suspensions, comme AlphaTauri l'est avec Red Bull sur certains éléments. Voilà, pas tous. Et évidemment, Ferrari, Renault, McLaren ne sont pas super contents de ça, mais c'est légal, c'est dans le règlement et c'est autorisé. Les moteurs de 2021 ont pu être grandement, entre guillemets, développés, mais une fois que le moteur a été homologué, c'est terminé. On n'a plus le droit d'y toucher pour le reste de la saison, a priori. Pour 2022, on va geler une bonne fois pour toutes les moteurs pour plusieurs saisons. Donc les équipes en fait peuvent encore travailler pour introduire un nouveau moteur, mais le développement et la recherche de performance sera interdite à partir de début 2022. Je vous prépare une petite causerie à ce sujet la semaine prochaine, donc on va regarder ça un peu plus près. Enfin, pour terminer, le fameux plafond budgétaire a été introduit cette année, comme prévu pour le coup, afin de limiter à 147 millions de dollars les dépenses liées à la conception et à la recherche de performance sur la voiture. On verra son impact en fait d'ici quelques années, tout comme le nombre de passages en soufflerie. Eh oui, les équipes ont le droit d'utiliser en fait les souffleries qu'elles ont dans leurs usines, mais un certain nombre de fois par semaine, afin de tester proprement des éléments aérodynamiques et améliorer la performance de leur voiture. Dans un souci de coût et d'équité, les équipes en tête du championnat auront désormais moins de temps de soufflerie que les derniers. Mercedes aura 90% du temps de base en soufflerie, Alpine, admettons qu'il soit 5e, aura 100% du temps, et Williams aura 112% du temps. Et ces écarts vont se creuser au fur et à mesure des années, jusqu'où là je sais pas, dans la limite du raisonnable et de l'acceptable par les équipes, donc on verra comment ça évolue. Du coup, les grosses équipes comme Mercedes devront travailler de manière plus intelligente et ne pas tester tout et n'importe quoi dans la soufflerie, quand les plus petites pourront faire plusieurs choix et tester plein de choses pour tenter de rattraper les grosses équipes. Les courses sprint, autre nouveauté ça aussi, ça sera un format qui devrait être testé cette année sur 3 grands prix. L'accueil de la part des équipes sur cette nouveauté a été plutôt bon, mais totalement inverse chez certains pilotes comme Sebastian Vettel. Il faudra attendre de voir quand ça avancera, on va dire, parce que là pour l'instant on sait pas trop, et je vous ferai une vidéo dessus en temps et en heure. Les fins d'ère de réglementation sont souvent synonymes de très belles saisons. 2008 ou encore 2012 ou 2013 sont de bons exemples. On arrive à un stade en fait où les écarts de performance sont très réduits, car tout le monde a maximisé les idées permises par le règlement, donc on arrive à une certaine forme d'uniformité, on va dire, dans le peloton, comparé à des nouvelles réglementations où souvent, dès la première année, le premier de la classe met une pige à tout le monde, parce qu'il a mieux bossé que les autres. Donc Brown GP en 2009 par exemple, ou Mercedes en 2014. Si en tête, c'est encore un petit peu flou pour connaître l'écart entre Red Bull et Mercedes, du moins à l'heure où j'enregistre, on est le jeudi soir là. Ce dont on est sûr, c'est que comme l'année dernière, dans le peloton, ça va être ultra serré, spectaculaire. Donc chaque point va valoir très très cher et chaque erreur va avoir de grosses conséquences. En plus, il faudra tenir sur la durée. 23 Grands Prix, c'est beaucoup. Et dans cette bataille de 2021, en fait, il y a toujours l'argent précieux que vous permet de gagner le championnat selon votre résultat. Donc faut faire il y a un dilemme un petit peu, on va dire. Se concentrer sur 2022 en disant au revoir à quelques dizaines de millions de dollars car vous ne serez pas bien classé, ou aller plus loin en 2021, aller le plus loin pour décrocher le pactole, mais mettre en danger votre passage dans la nouvelle ère de la Formule 1. Oui, donc c'est un sacré dilemme. Clairement, on va avoir droit à une partie de poker et de bluff en tout genre. Le premier en fait qui va craquer se fera automatiquement décrocher. Il faudra tout suivre de très près, mais ça, je peux vous faire confiance et j'ai pas besoin de vous poser la question.